C'est parti pour mes lectures du mois de mars, les effroyables. Il y a du boulot et il y a de tout. Je vais commencer par le non-horreur, je ferai ensuite l'horreur. Donc en non-horreur, on a tout ça. Alors j'ai enfin lu le premier tome de Hunger Games de Suzanne Collins. Alors moi j'ai des très jolies éditions comme ça que mes parents m'ont offert. Et j'étais un petit peu mitigée puisque j'avais lu il y a un moment maintenant la préquelle sur le président Snow qui est un personnage de l'histoire. Et je n'avais pas trop aimé parce que j'avais trouvé ça extrêmement long et ça m'avait un petit peu blasée. Donc je me lance dans celui-ci avec des petites appréhensions tout de même. Et au final j'ai absolument adoré. J'ai trouvé que ça apportait tellement plus de choses vis-à-vis du film, sur l'univers, sur les districts, sur les personnages que j'ai beaucoup mieux compris, que j'ai beaucoup plus apprécié. Katniss dans le film qui m'énerve un petit peu a oscillé entre le gars qu'elle aime bien dans son village et Peeta, ça m'a un petit peu énervée parce qu'elle savait pas ce qu'elle voulait. On la comprend mieux. J'ai adoré découvrir les origines aussi de ce monde, de pourquoi, du comment. J'ai adoré suivre ce mouvement de rébellion qui commence à se créer dans ce tome 1 et que je trouve on comprend beaucoup mieux, vraiment. Même le mentor que dans le film je trouve assez effacé, au final est super présent là et super, on le comprend bien. Donc si vous avez aimé les films mais que vous n'avez pas lu les livres, je vous le conseille vraiment vraiment vraiment. Ça apporte beaucoup plus de choses sur l'univers, c'est super intéressant, super enrichissant. Et si vous n'avez pas encore découvert l'univers du tout, commencez par les livres parce que je pense que ça peut vraiment ouvrir les yeux bien mieux qu'avec les films. J'ai lu La femme à la fenêtre de Haji Finn. J'avais vu le film que j'avais plutôt bien aimé avec beaucoup de mystère et de retournement de situation, donc je voulais lire le livre. On est sur un thriller assez basique, hein, très loin de l'horreur, je vais pas vous mentir. On est sur une femme au passé tragique. On débute le livre, on sait pas trop ce qu'elle a vécu mais on comprend qu'elle a vécu quelque chose d'assez traumatisant, qu'elle est loin de son mari, de sa fille, qu'elle boit beaucoup en même temps que de prendre des médicaments. Lorsqu'elle rencontre sa nouvelle voisine, elle sort un peu la tête de l'eau et elle passe de très bons moments. Malheureusement, elle va voir cette voisine se faire assassiner dans l'appartement d'en face. Va alors commencer une sorte de jeu, de chasse à essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui l'a tué, pourquoi et pourquoi personne ne s'inquiète et pourquoi la police ne fait rien. J'aime beaucoup ce livre et cette histoire de manière générale parce que ça montre bien que l'auteur nous montre ce qu'il veut nous montrer. On va de rebondissement en rebondissement, de faux semblants en faux semblants, on n'est jamais sûr de ce que l'on sait puisque effectivement dans un roman on nous montre seulement ce que l'on veut nous montrer. Cette histoire elle est assez originale et elle est vraiment palpitante parce qu'on n'est jamais sûr encore une fois de ce que l'on sait, je radote, mais ça m'a vraiment surprise. À des moments je ne savais plus du tout où j'en étais et ce dont j'étais absolument certaine parce que on ne peut être certain de rien du tout. Donc j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré. Un petit manga, L'homme sans talent de Yoshiharu Tsugi. C'est vraiment sur de la tranche de vie et sur de la philosophie parce qu'on va suivre un homme qui n'a pas de talent, qui galère à nourrir sa femme et son fils. Avant il était dessinateur mais aujourd'hui il ne veut plus l'être parce que ce métier était visiblement trop dur à supporter psychologiquement et il cherche à trouver de nouveaux métiers. Là il va essayer d'être vendeur de cailloux, je vous spoil ça va pas marcher, il va essayer de se lancer au niveau des oiseaux et encore tout un tas d'autres choses. On est sur quelque chose de très doux au niveau du rythme, il se passe pas grand chose. On va surtout observer ce qui se passe dans la tête de cet homme sans talent. Ce qui est assez triste, c'est qu'on se rend compte que sa femme elle est méchante avec lui parce que il était doué déjà quand il faisait de la BD et il gagnait bien sa vie et elle comprend pas pourquoi il a arrêté. Et c'est pas vraiment un homme sans talent, c'est un homme qui a un talent qu'il ne veut pas ou ne reconnaît pas, ne veut pas reconnaître ou qu'il ne reconnaît pas, où il n'a pas l'impression que c'est un talent. C'est assez particulier comme histoire, je sais pas si je l'explique très bien, mais en même temps c'est tellement dur à retranscrire, il se passe tellement de choses. Au niveau des dessins, on est quand même sur des dessins qui fait assez vieux, c'est assez vide en fait au niveau des décors, mais j'ai trouvé ça très profond, très beau, même l'image du derrière est magnifique et j'avais envie de le recadrer, de lui dire mais tu te cherches, tu crois toujours que tu vas trouver mieux dans une autre profession alors que tu étais très bien comme tu étais, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut
et qui ne se contente pas de ce qu'il a, qui veut toujours aller plus loin, avoir plus d'argent, alors qu'il aurait pu rester dans la BD et tout ça ne serait pas arrivé. Donc si vous cherchez un manga qui change de d'habitude, qui est un one shot, qui fait réfléchir sur le monde, notre vie et qui fait un peu de philosophie, c'est très très bien. J'ai lu le premier tome de Lambda de Paul Fay. C'est le premier tome d'une trilogie. On est sur du futurisme, sur un petit peu de science-fiction, très intéressant, très intéressant. Dans un futur pas si lointain, et une jeune fille qui a tout ce qu'il y a de plus normal va devenir pas si normale. Elle va se mettre à voir les ultraviolets, les ondes, à entendre la radio, etc. etc. Elle va se mettre à avoir en fait ses sens qui vont devenir complètement énormes. Elle va tout capter. Sa vision dépasse la limite du spectre visible de la lumière. Son ouïe capte les ondes radio. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier et on va suivre forcément sa découverte de ce don qui peut aussi être un véritable fardeau parce que forcément des institutions vont s'intéresser à elle, vont vouloir faire des expériences, elle va pas tout de suite comprendre jusqu'où vont ses pouvoirs, à quoi ça va lui servir. On est sur plein de questionnements très intéressants et à tout ça va se mêler une théorie de manière générale sur la planète Terre et ça va prendre une ampleur énorme. Je m'attendais pas à ce que ça aille si loin au niveau mondial et tout le monde va finir par être touché, je ne vous en dis pas plus. J'ai adoré ce premier tome, l'écriture de Paul Fent elle est super agréable, super immersive, au niveau des détails on y est, au niveau de l'ambiance on y est, j'ai beaucoup aimé. Les personnages ils sont attachants, il y en a j'avais envie de les prendre dans mes bras et de leur dire ça va aller, c'est vraiment ultra dramatique ce qui se passe, ça me fait de la peine, j'étais triste, j'étais vraiment émue et j'avais envie d'intervenir pour aider parce que franchement ce qui se passe encore une fois c'est assez terrible. Franchement pour ceux qui aiment bien les récits qui changent un petit peu, qui veulent aller vers des choses un peu plus futuristes, un peu plus de science-fiction, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'était trop bien. J'ai hâte de lire le tome 2, ça va être une pépite, je vais me régaler et franchement GG à l'auteur parce que pour me faire aimer un livre qui est pas trop de mon style comme ça, c'est assez fort. L'affaire des salons de François Fouquet. On est sur quelque chose de sombre mais pas d'horrifique pour autant. Donc François Fouquet c'est un auteur français qui reprend des crimes ou des affaires judiciaires qui se sont passées dans l'Oise et qui va les réécrire en allant voir les archives, les photos, les lieux, etc. Il va vraiment faire du fait réel mais il va romancer, c'est-à-dire qu'il va écrire vraiment du point de vue du roman avec narration, personnages, etc. Mais il essaye de se calquer à la réalité le plus possible. C'était très sympa comme œuvre, j'ai bien aimé en toute honnêteté, c'était intéressant. C'est une femme qui va tuer son mari et qui va accuser le fait d'être possédée. Elle va dire bah j'ai été possédée par le diable, voilà, donc c'est pas ma faute si j'ai tué mon mari. On comprend assez vite qu'elle fait ça pour s'en sortir quand on lit le livre, hein, parce que en fait c'est vraiment, comment dire, ça n'a pas été très bien réfléchi. Elle aurait pu le faire croire mieux que ça, moi je vous le dis. Ou bah c'est tout simplement ça, voilà. C'est très intéressant, on voit que François Fouquet fait bien ses recherches, qu'il va dans les archives, il nous décrit bien les lieux. En fait il a vraiment visualisé tout ce qui s'est passé, il a été interviewé des gens qui étaient encore vivants à propos de cette histoire, donc voilà, c'est sympathique. Si vous aimez les faits divers, vous vous intéressez à la région de l'Oise, là-dessus, bah, François Fouquet c'est un auteur très intéressant qui saura combler votre demande de livre à ce propos. Moi ce qui va plus me gêner c'est que effectivement c'est romancé, mais c'est romancé de loin et j'aurais aimé peut-être quelque chose d'un petit peu plus élégant parce qu'on m'a vraiment vendu un roman et c'en est un, mais je pensais que ce serait vraiment encore plus romancé que ça, dans le sens où ce serait vraiment bah, comme un thriller basique, sauf que c'est réel. Et là on est vraiment sur il se passe ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon il y a des dialogues, il y a des descriptions, mais il y en a quand même très peu. La vraie vie de Adeline Dieudonné, celui-là je l'ai adoré. La vraie vie d'Adeline Dieudonné, c'est celle qui a écrit Reste, ce roman super étrange avec une femme qui garde le cadavre de son amant décédé. Et bah là on est sur de l'étrangeté aussi. On est sur une histoire vraiment très particulière comme d'habitude avec cette autrice sur une enfant qui habite dans une famille qui est assez sombre. Le papa est violent, strict, le frère après un traumatisme d'enfance va devenir de plus en plus sombre et va avoir des pulsions assez terribles. La mère qui se laisse faire
et qui n'essaie pas d'arrêter le père dans ses comportements toxiques même envers ses enfants. Et on va suivre tout ça du point de vue de la petite fille de la famille, de la grande sœur de ce petit traumatisé. J'adore. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré plonger dans l'histoire de cette famille absolument sombre et effondrée par tout un tas de choses. J'ai adoré plonger dans la tête de cette jeune fille qui nous raconte son enfance, sa vie, ses déceptions, ses malheurs, mais aussi ses joies. Je trouve que c'est écrit vraiment d'une manière, on vit avec le personnage, avec les personnages. J'ai eu envie de pleurer, j'ai été triste, j'ai été choquée. Je vous conseille pas en fait de lire le résumé à l'arrière. C'est vraiment une œuvre à découvrir de but en blanc comme ça sans rien savoir. Il y a des moments j'avais presque l'impression de me prendre des screamers alors que c'était pas du tout une histoire d'horreur, mais je m'attendais tellement pas à ce qui allait se passer. Ça m'a trop surprise, il y a quand même des moments angoissants. C'est un très beau livre pour parler des familles déchirées, tout simplement, pour X ou pour X raisons. J'ai pas les mots, j'ai des frissons quand je vous en parle parce que j'ai été tellement émue par cette lecture, j'ai pas les mots. Je pense que ça va être une de mes favorites de l'année. C'était incroyable. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'acheter le livre ou pas les sous d'acheter le livre ou pas le temps de le lire, la version audio est disponible sur Nextory, lue par l'autrice. Et pareil, j'ai voulu tester parce que j'ai vu que c'était lu par l'autrice et je peux vous dire que ça prend aux tripes parce que elle connaît son récit, elle sait très très bien où elle veut aller et du coup dans sa voix tout se ressent, c'est assez terrible. Et voilà. En fait, je pourrais vous en parler pendant des heures de ce livre, mais je vais radoter, donc je vais m'arrêter là. Mais c'était beaucoup trop génial. C'était exceptionnel. Et je vais voir si l'autrice en a écrit d'autres parce que là, franchement, elle me ravage à chaque fois. Bon, bah écoutez les jeunes, on passe au livre d'horreur. Alors, je vais commencer par un service presse que l'on m'a envoyé. Il s'agit de Léna Prophétie de Jonathan Hublé. Je le remercie infiniment de m'avoir envoyé son livre très très gentiment. Maintenant, de quoi ça parle? On est sur une jeune femme voyante, médium, Léna. Elle va malgré elle se retrouver emportée dans des histoires de conspiration, de sorcellerie, de démons sans précédent et totalement contre son gré, au début en tout cas. Découvrir un tas de choses sur son passé qu'elle ne connaissait pas réellement et ça va tourner évidemment au drame, à l'horreur, au démoniaque. C'est une histoire qui a son potentiel, qui est assez sympa, il y a de bonnes idées, il y a des moments assez horribles avec des personnages qui souffrent énormément, avec des choses on s'y attend pas, on se laisse surprendre. On a quelque chose de très intéressant avec cette médium qui est au cœur de l'histoire alors que souvent la médium c'est le personnage annexe qui va forcément aider, accompagner mais qui va pas être au centre de l'histoire. Donc médium en personnage principal j'ai beaucoup aimé. Maintenant le négatif qui a cassé totalement ma lecture et qui a été assez compliqué à surmonter, c'est l'aspect visuel et la mise en page. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai le livre, regardez-moi l'état du livre. Et pourtant il a fait, franchement il a fait table de chevet lit et quand je l'ai emporté je l'ai vraiment protégé etc. Donc là je suis un peu, voilà. Moi je m'en fiche que mes livres soient abîmés et vivent. Mais là, comment vous dire que ça fait beaucoup pour ceux qui préfèrent avoir des livres nickel quoi. Ensuite, au niveau du visuel, bah par exemple là l'écriture et cette écriture là sont pas centrées. On aurait pu justifier les paragraphes à l'arrière, ça visuellement c'est dommage. C'est pas grave, mais c'est dommage. Et ce qui a vraiment cassé mon immersion à la lecture, c'est l'intérieur. Le texte n'est pas justifié. Voilà. Alors, je vais vous montrer la différence avec un livre normal. Là, on est sur du pas justifié et là, on est sur du justifié. Je pense que vous voyez la différence quand même. Et ça, pour moi, c'est super problématique. C'est une norme éditoriale qui a été mise en place pour le confort et le fait que ce soit agréable pour le lecteur. Si on a mis cette norme éditoriale là, c'est pas pour rien. Et malheureusement, ça, bah, c'est vrai que ça casse l'immersion. L'écriture est vachement centrée vers le haut, ça c'est pas grave. Et alors le cadet, vraiment le summum de ce qui m'a dérangé. Au niveau des dialogues, on a le nom des personnages juste avant. C'est voulu par l'auteur mais c'est ultra désagréable, je trouve personnellement, parce que je ne veux pas lire du théâtre mais un roman en fait tout simplement. Et c'est très perturbant de retrouver ce genre de mise en page dans un roman. C'est le premier roman de l'auteur. Donc il apprend, je lui ai fait part de toutes mes remarques, ce à quoi il m'a répondu qu'il les prendra en compte pour ses autres livres.
Donc voilà, je sais pas s'il a super bien pris, j'ai été honnête et transparente avec vous, avec lui et dans mon propos de manière générale. Maintenant voilà, je ne dis pas ça pour blesser évidemment, mais parce que je trouve vraiment que ça casse l'immersion dans le livre et qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dans cette histoire qui serait déjà plus agréable à lire si la mise en page y était. Donc voilà, n'hésitez pas tout de même à aller le soutenir si l'histoire que je vous ai contée vous intéresse, ou à aller voir ses prochains livres peut-être pour voir l'évolution, je ne sais pas. Je ne sais pas si on sera amené à retravailler ensemble, mais en tout cas ça reste un premier roman qui n'est pas nul et qui a du potentiel, mais voilà. J'ai mis dans horreur, mais c'est pas de l'horreur ça, je sais pas ce que j'ai cafouillé. L'écorché de Donato Carrisi, la suite du chuchoteur, parce que j'avais lu le chuchoteur puis le tome 3 du chuchoteur, mais pas l'écorché. 7 ans après s'être mesuré au chuchoteur, Mila travaille au limbe, au bureau des personnes disparues. Incapable d'éprouver la moindre émotion et portant dans sa chair la marque des ténèbres, Mila excelle dans la recherche de ceux qui un jour se sont évanouis dans la nature. Elle seule ne peut oublier ses victimes potentielles d'homicide. Soudain, l'un d'eux réapparaît et tue, un à un, ceux dont le portrait orne les murs des limbes reviennent transformés en assassins, épaulés par l'agent spécial Simon Berich, expert en interrogatoire et féru d'anthropologie. Mila devra échafauder une hypothèse convaincante, solide, rationnelle. Une hypothèse du mal. Ce que j'adore, c'est qu'on retrouve Mila, on retrouve Simon Berich, on retrouve le lien avec le chuchoteur. On est vraiment sur une histoire qui est ultra bien gaulée, comme d'habitude avec Donato Carrisi, qui est très intéressante et qui, dans la veine du chuchoteur, va nous angoisser, va nous faire tourner en bourrique et va nous faire croire des choses qui sont totalement fausses, ou en tout cas pas totalement vraies. On est sur un auteur que j'adore, avec une plume exceptionnellement agréable et des histoires qui nous retournent le cerveau. Je ne peux que vous dire d'y aller. J'adore. Si ça saigne de Stephen King, on est sur un recueil de 4 nouvelles. Une nouvelle dans le bazar, qui est la suite de l'Outsider. Donc je me suis totalement fait spoiler l'Outsider. Ceux qui n'ont pas lu l'Outsider, bah lisez pas ce livre-là, hein, parce que c'est vraiment la suite quoi. Hormis ça, le recueil est très intéressant. Si ça saigne est une phrase qui revient dans plusieurs des nouvelles. La première nouvelle sur le téléphone portable, le vieux monsieur décédé, j'ai adoré. La deuxième avec l'Outsider, très bien aussi. En fait j'ai aimé toutes les nouvelles de ce recueil, c'était très sympathique, mais j'avais juste le seum de m'être fait spoiler. Les journalistes le savent, si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une bombe au collège Albert McCready est du pain béni dans le monde des news en continu. Holly Gibney, de l'agence des détectives Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend l'effroyable nouvelle en allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, mais le journaliste qui couvre les événements attire son attention. 4 nouvelles magistrales dans cette suite inédite au thriller L'Outsider, qui illustre une fois de plus l'étendue du talent de Stephen King. Oui, c'est vrai que c'est écrit à l'arrière que c'est une suite. Bref, c'est une suite de l'Outsider, faites attention. J'ai enfin terminé la saga Heptagon avec le tome 3 Hécatombe. On clôture cette grande aventure des Heptagon avec ce tome 3. Alors je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, puisque comme j'avais lu le 1 et le 2, j'ai pas lu le résumé derrière le 3. Pour ne pas me spoiler tout simplement. Enfin j'avais une petite idée, mais c'était tellement vague la fin du 2 qu'il pouvait se passer tout et n'importe quoi finalement. Et l'auteur a pris une direction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ça m'a surprise, c'était trop bien. J'ai été choquée, j'ai été angoissée, mais je me suis pris des claques avec ce tome 3, c'est incroyable, j'ai adoré. Réveiller aussi brutalement et être plongé dans un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu, il ne le souhaite à personne. Mais c'est pourtant son cas. Être au centre de toutes les attentions et avoir une si lourde responsabilité sur l'avenir de tous ces gens, il s'en serait bien passé. Il a perdu tout repère et il ne comprend rien à cette nouvelle façon de vivre. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit lui? Ne pouvait-il pas la laisser tranquille? Rester endormi à jamais aurait sans doute été préférable. Il y a un temps pour tout, même pour la plus sordide des histoires, et le temps est venu d'y mettre enfin un terme. Après toutes ces années, le mal est sur le point de régner en maître partout. Ce n'est plus qu'une question de jours avant que sa terrible soif de vengeance soit assouvie. C'est trop bien. C'est excellent. Franchement, j'ai adoré retrouver les personnages, découvrir comment tout ça se finit. L'auteur nous emmène dans des directions, puis au final il fait non,
qu'on va bifurquer, on va partir sur autre chose. Hein. Il nous fait battre le cœur, si je puis dire. Et j'ai adoré, voilà, il écrit très très bien, ça, j'adore sa plume. En fait, j'adore travailler avec Davy Artero. Là, du coup, c'est la saga, il me l'avait envoyé très très gentiment. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur Davy Artero, en lui-même, vraiment dédié à lui, parce que c'est trop bien et j'ai plein de choses à dire et j'ai envie voilà, de soutenir son travail, parce que certes c'est un service presse, mais c'est un service presse que j'adore absolument, trop bien. Et je puis émettre une remarque qui m'a un peu chagrinée, c'est qu'il y a, en gros il y a une histoire avec une machine qui a une certaine capacité, voilà, je peux pas vous en dire plus sinon je vous spoil. Et avec cette machine, j'ai trouvé que, j'ai eu du mal à comprendre. Je sais pas comment, en fait je peux pas vous expliquer sans vous spoiler, j'en parlerai avec l'auteur en privé, mais en fait au niveau du scénario il y a quelque chose où je me suis dit ils auraient pu faire autrement. Voilà, ce qui arrive souvent dans ce type de récit, on se dit ils auraient pu faire autrement, c'est pas vraiment une incohérence, c'est plutôt mince, ils auraient pu faire comme ça, c'est pas grave, au contraire ça permet de faire parler du livre, ça permet au lecteur voilà, d'agrémenter au niveau du livre et tout. Donc si vous avez prévu de lire cette saga, si vous avez lu cette saga, venez m'en parler, j'ai trop besoin d'en parler, c'est trop bien. Je vous fais bientôt une vidéo globale sur l'auteur et sur ses œuvres, mais n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga. Trop bien, j'arrête de radoter. J'ai lu Les ombres aussi en peur de noir de Philippe Leroy. C'est un jeunesse young adulte horrifique avec un jeune homme qui part en vacances avec ses parents et qui malheureusement durant un saut en parachute va se cracher contre une falaise à 200 km/h. On peut se dire il décède, bah non, il réapparaît quelques temps plus tard intact. Donc oui, ça va créer beaucoup de mystères. Au niveau de l'écriture, Philippe Leroy, c'est un auteur que j'aime beaucoup, avec lequel je me plonge assez vite dans les histoires. Et l'histoire est très intéressante, mais pour moi ça a été mal formulé au niveau du résumé. On nous dit, il va se cracher, va revenir. C'est quelque chose qui arrive à la moitié du roman. Autant vous dire que ça spoil en fait, que ça... On attend que ça arrive, et quand ça arrive, au final c'est moins stylé que ce qu'on imaginait, parce qu'on nous l'a balancé comme ça, mais au final... Voilà, sans plus. En fait, l'histoire principale, j'aurais plutôt dit que c'est cette maison de vacances qui est, semblerait-il, hantée, avec des mystères de famille que ses parents refusent de lui révéler. Pour moi, c'est ça le centre de l'intrigue. Après, le fait qu'il se crache et qu'il revient, ça c'est encore une intrigue secondaire, même si c'est un élément très important de l'histoire. Et du coup, ça gâche un peu, parce que j'ai attendu quelque chose qui n'est arrivé qu'à la moitié du livre, et qui en plus était un peu moins spectaculaire que ce qu'on nous avait promis, et ça pour moi c'était assez décevant. Donc effectivement c'est une œuvre, c'est celle que je préfère le moins de Philippe Leroy, c'est celle que j'aime le moins. Néanmoins ça reste quelque chose d'assez intéressant, mais je vous la recommanderais pas nécessairement. En fait c'est sympa, mais allez-y sans connaître le résumé. Je vous l'ai expliqué, du coup oubliez le résumé. Mais offrez-le à quelqu'un qui sait pas de quoi ça parle, ça peut être sympa. Lisez-le sans, en essayant d'oublier ou sans savoir de quoi ça parle, c'est plutôt cool. Mais en fait, en le sachant, je trouve que ça casse totalement l'immersion dans l'histoire. J'ai lu Créature de Caroline Carton, couverture splendide. Voilà. J'ai pas d'autres mots. On est sur un petit groupe de jeunes qui vont aller dans une maison abandonnée dans leur village. Et donc ce petit groupe de jeunes vont visiter la maison abandonnée de leur village. Il va se passer quelque chose dans cette fameuse maison qu'ils vont aller visiter alors qu'ils n'ont pas le droit. Et 25 ans plus tard, les conséquences vont être terribles et vont les faire se réunir de nouveau. Très intéressant, très intriguant. On aime. Franchement, c'était sympa comme tout. Caroline Carton écrit extrêmement bien. Elle m'a emporté tout de suite avec ses personnages, avec leurs failles, leurs défauts, leurs volontés, leurs espoirs. On est vraiment sur des personnages qui sont très humains, très attachants. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. On est sur une histoire à 3 temporalités. Donc pour ceux qui ont fait le calendrier, bah voilà, 3 temporalités, si vous cherchez une histoire comme ça, c'est sympa. J'ai bien aimé voir comment évoluer ces jeunes garçons qui sont à l'origine entrés dans cette maison abandonnée. J'ai beaucoup aimé les voir se retrouver et il y a beaucoup de leçons de vie et de réflexion sur la vie dans ce livre que j'ai apprécié, avec les thématiques de l'alcoolisme, des enfants de parents divorcés ou séparés en tout cas, avec les thématiques de fait d'avoir une part de sombre
à l'intérieur de soi, avec beaucoup de manipulation, beaucoup de mensonges, avec beaucoup de d'histoires avec du spirituel, etc. Enfin c'est très très intéressant, j'ai adoré. Pour une histoire horrifique, thriller, très sympa, je vous le conseille. J'ai lu Hypnose de Peter James. On va suivre un couple qui va déménager à la campagne dans une nouvelle maison. Sauf que la jeune femme de ce couple, qui essaye désespérément d'avoir un enfant d'ailleurs, va avoir l'impression qu'elle est déjà venue dans cette maison alors que pas du tout. Elle va avoir des impressions de déjà vu et va du coup tenter de l'hypnose pour essayer de comprendre. Malheureusement ça va un petit peu mal tourner et elle aurait dû ne jamais déménager déjà de 1 et ne jamais tenter l'hypnose. C'est une histoire d'horreur tout à fait sympathique avec des personnages bah voilà auxquels on s'attache, qu'on essaye de comprendre, avec des choses assez angoissantes, des cauchemars, des flashbacks, des moments dans cette maison qui font peur, mais aussi des choses assez belles et touchantes au niveau de certaines apparitions on va dire. Moi ce qui m'a gênée dans ce livre c'est plutôt la fin. En fait la fin était pas top. La fin était rapide, bâclée, à mon goût en tout cas. Ils auraient pu passer plus de temps et un peu plus soigner cette fin. Là c'était assez dommage, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Néanmoins ça reste un livre très très sympa pour de l'horreur. Passer un petit moment dans une maison hantée, ça se lit vite, c'est sympathique. Vous pouvez y aller sans problème. Je finis avec La secte sans nom de Ramsey Campbell. Alors, Pocket Terror. On est sur une femme qui perd son bébé, son corps est retrouvé mutilé dans les bois, sauf que 9 ans plus tard, elle reçoit un appel de ce bébé qui a grandi, de sa fille, voilà. Et elle semblerait avoir été enlevée par une mystérieuse secte. Donc la mère va forcément se lancer à sa recherche et comprendre pourquoi le décès a été falsifié, parce qu'elle a vraiment été déclarée décédée, comprendre un peu comment ça se fait qu'elle soit encore vivante et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, etc. etc. C'est pas un pocket terror que j'ai extrêmement apprécié. Déjà de 1, j'ai trouvé que c'était assez lent, c'était assez long, que l'auteur divague un peu trop parfois, que des fois il va pas assez à l'essentiel. En fait j'ai trouvé que c'était assez mal dosé, je ne vais pas vous mentir. Je pense que ça aurait pu être mieux fait. L'histoire en elle-même, l'idée est bonne, mais c'est un thriller qui aurait mérité d'être un petit peu retravaillé je pense au niveau de l'histoire. Après ça restait un moment très très sympa, mais je sais pas, en fait j'ai pas été totalement emballée. Je suis un peu mitigée vis-à-vis de cette histoire et je pense clairement que c'est très très loin d'être mon pocket terreur favori et que j'en trouverai d'autres qui sauront me convaincre bien mieux. Et voilà pour mes lectures du mois de mars. Je vous dis à la prochaine les effroyables.